Je tenais d'abord à remercier le CIMED, on va s'y faire, euh, pour l'invitation, mais aussi pour avoir fait le choix de commencer cette journée consacrée à la résistance par le portrait d'une femme. J'ai aussi appris que cet après-midi, on allait pouvoir découvrir l'exposition La résistance au féminin. Donc, je m'en réjouis. C'est vrai qu'aujourd'hui, les femmes en résistance, on ne peut plus vraiment dire que c'est un non-sujet en histoire. On peut passer à la slide suivante. Ouais. Et la slide encore suivante. Ouais. Que ce n'est plus du tout un non-sujet en histoire, bien qu'on ait dit longtemps, et il y a quelques années encore, que la guerre, c'était finalement peut-être qu'une affaire d'hommes. Alors, si les femmes en résistance, ce n'est plus un non-sujet aujourd'hui, elles méritent néanmoins qu'on continue à investir, alors non seulement la recherche, parce que bien qu'on ait avancé, on sait qu'on est un petit peu en retard par rapport à d'autres pays aussi, mais qu'on investisse aussi la visibilité de ces études. Donc vraiment donner à ces travaux toute la visibilité qu'ils méritent, parce que je pense qu'en sortant ces travaux du cadre strictement académique, on contribue ensemble à l'émergence de nouveaux récits pour la mémoire. Et comme on le sait, la mémoire ne doit pas être figée, elle doit aussi évoluer. Alors, au-delà du rapport homme-femme dans la mémoire, il est vrai qu'en Belgique, on entretient un rapport un petit peu particulier avec la mémoire de la Seconde Guerre mondiale. En Belgique, c'est vrai que la majorité des jeunes ne connaissent pas leurs héros et certainement encore moins leurs héroïnes de guerre, alors que je pense qu'en France, il y a très très peu d'élèves qui passent leur bac en n'ayant pas croisé une seule fois le nom de Jean Moulin. Et c'est vrai que c'est pas qu'une question de taille du pays. Quand j'ai sorti ce livre, on m'a posé beaucoup la question en interview, mais finalement, est-ce que Yvonne Nefjean, ce serait pas notre Jean Moulin à nous? Et la première chose qui m'est venue en tête à ce moment-là, c'était de répondre, sur le plan de la mémoire, ils sont vraiment incomparables. Je veux dire, en France, il y a 2215 rues qui portent le nom de Jean Moulin. En Belgique, une seule rue, et je suis sûre qu'il y a quelques jours, vous ne le saviez même pas. Donc, voilà. Maintenant, il ne faut pas dire que rien ne se fait non plus. Ça fait quelques années que quelques rues en Belgique se voient attribuer le nom de femmes, alors souvent les pionnières, quelques femmes artistes. On a aussi des noms de résistantes comme André de Jong, Lily de Gerlache et plus récemment encore André Guelen. Mais c'est vrai que globalement, les figures féminines occupent très peu la mémoire dans l'espace public. Rien que pour les chiffres, à Bruxelles en 2025, les rues qui portent le nom d'une femme ne représentent que 7% 90 des rues pour 90%, 90,95% de rues qui portent le nom d'homme. Donc voilà, il y a du travail. On peut passer à la slide suivante. Alors, quand on évoque les femmes en résistance, c'est vrai qu'on échappe difficilement aux représentations. Je pense que la majorité d'entre nous, quand on s'imagine une femme résister, on l'imagine sur sa bicyclette, transportant un message d'un point A à un point B, un message qu'on lui aurait confié. On l'imagine aussi peut-être taper à la machine, un message qu'on lui aurait également dicté. Et c'est vrai que si on suit ce type de représentation, finalement, le sauvetage d'enfants juifs, c'est pas tellement éloigné de ce qu'on attend habituellement des femmes, c'est-à-dire prendre soin et encore plus des enfants. Et c'est vrai que rien que dans le sauvetage des enfants juifs, il y a aussi là-dedans des représentations où est-ce qu'on imagine la femme, c'est-à-dire au plus près de l'enfant, lui tenant la main, l'emmenant dans le train qui le conduira vers sa cache, en lui chantant quelques comptines pour le rassurer. Alors bien sûr, l'idée n'est pas du tout de dévaloriser le courage de ces femmes qui ont accompagné ces enfants, étant donné qu'elles ont risqué leur vie pour ça. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un tout autre type de profil dont j'aimerais vous parler. Il s'agit ici de Yvonne Nefjean, une femme de pouvoir. Alors, en mai 40, elle se trouve à la tête du plus grand organisme pour la protection de l'enfance en Belgique, l'Œuvre nationale de l'enfance, qu'on connaît encore aujourd'hui sous l'acronyme ONE. Alors, à l'ONE, à l'arrivée de Mademoiselle Nefjean, c'est la première fois qu'on se réfère à Mademoiselle le directeur, comme on disait à l'époque.
J'entends quelques petits rires. Alors, une femme à la tête d'une structure d'une telle ampleur, à l'époque, on peut se demander, ne serait-ce pas là un petit concours de circonstances? Alors, ce n'est pas complètement faux, étant donné que le directeur qui était en place à ce moment-là, Jean Maquet, on avait allongé, il arrivait à la fin de son mandat, on allonge son mandat parce que on voit la guerre arriver, on se dit qu'il a quand même une bonne expérience tirée de 14-18 à mettre à profit. Mais finalement, ce monsieur est rattrapé par son état de santé. Alors la prochaine sur la liste, son actuelle adjointe, c'est Yvonne Nefjean. Mais quand on se penche sur son parcours, on se dit aussi que cette nomination, elle est quand même largement méritée. Il faut savoir qu'au moment où elle accède à la direction, Yvonne Nefjean présente déjà une vingtaine d'expériences à l'ONE. Alors, si elle a pu gravir tous ces échelons, c'est parce que mademoiselle Nefjean, elle fait partie de ces femmes. C'est assez rare à l'époque, même si elles commencent à se multiplier, qui ont l'opportunité d'étudier, de se former, alors en Belgique, mais aussi à l'étranger la concernant. L'invasion... Non, c'est bon, merci. L'invasion allemande de mai 40, pour Yvonne Nefjean, ça coïncide plus ou moins avec sa nomination, officieuse du moins. Alors, vous l'imaginez facilement, c'est pas vraiment le temps pour les célébrations. Il y a du pain sur la planche à l'ONE. L'enfance en Belgique est mise à mal, elle est prise dans la tourmente, que ce soit sur les routes de l'exode ou pour tous ces enfants qui restent au pays, qui manquent de lait, de vivres, de soins, de carburant. Et pour les bâtiments de l'ONE, c'est aussi... pour l'ONE, ce sont aussi toute une série de bâtiments qui sont soit mis à mal par les opérations militaires, soit réquisitionnés par l'armée et puis les Allemands. Et donc, ces bâtiments sont endommagés, c'est-à-dire qu'il y a toute une série d'enfants à déplacer et à reloger ailleurs. C'est donc dans ce contexte-là qu'elle prend ses fonctions. Et puis, parallèlement, autre défi pour elle, c'est qu'elle devient l'interlocutrice principale de l'occupant qui commence tout doucement à prendre ses quartiers et pour un bon bout de temps encore. Alors, pour l'occupant, la protection de l'enfance, c'est comme tout élément dans la sphère publique en Belgique, ça devient un terrain fertile pour intégrer sa politique. Alors au début, les Allemands ont beaucoup d'ambition, ils veulent centraliser, harmoniser l'aide à la jeunesse en Belgique sur le modèle allemand. Bon, ils renoncent assez vite parce qu'à l'époque, c'est déjà compliqué de mettre tout le monde autour de la table. Mais ils n'abandonnent pas pour autant ces tentatives d'ingérence en essayant d'introduire notamment ces personnes de confiance. Alors, à l'ONE, on essaye de développer certaines tactiques pour justement que ça ne se fasse pas. Et c'est vrai que pendant toute la guerre, l'ONE est assez fière de déclarer qu'elle a pu maintenir son organisation générale, ses cadres et son administration. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que l'ONE ne va pas être surveillée de près par l'occupant. On sait, quand on lit les témoignages, qu'il y a eu plusieurs visites imprévues, elles ne sont pas rares. Elles sont la plupart du temps la responsabilité de la directrice générale elle-même, Yvonne Nefjean. On sait aussi que pendant toute la guerre, l'ONE a continué à attirer les convoitises d'organisations sociales belges en faveur de l'ordre nouveau. Donc, vous imaginez, le contexte n'est pas vraiment idéal pour faire un pas trop de travers, je vais dire. On peut changer. Alors, parmi les enfants dont l'ONE a la responsabilité en Belgique, il se trouve que certains se trouvent particulièrement dans le viseur allemand. Ce sont les enfants juifs. Ce n'est pas une surprise, personne ne l'ignore. Les juifs sont pointés comme l'ennemi numéro 1 du Reich allemand. Les enfants n'y échappent pas. Et Hitler, d'ailleurs, souhaite rendre son espace vital Judenrein, c'est-à-dire sans les juifs. Alors, dans une interview que j'ai retrouvée de Yvonne Nefjean qu'elle a consacrée après la guerre, elle explique « Après tout, nous n'avions jamais fait de différence auparavant, alors pourquoi en faire tout à coup ?» Et cette phrase, pour moi, elle résume très bien l'engagement d'Yvonne Nefjean, qui est de dire finalement, un enfant reste un enfant, quelle que soit sa couleur de peau, sa religion, son ethnie. C'est un innocent. Il semblerait que, bien plus que sa hiérarchie à l'ONE, Yvonne Nefjean ait véritablement appliqué ce principe à la lettre.
Alors, avant que la guerre n'éclate, la communauté juive en Belgique représente près de 70 000 personnes. Et comme dans les pays occupés, l'occupant va édicter toute une série d'ordonnances. J'en ai repris quelques-unes ici, mais elles ne sont pas toutes là. Elles sont au nombre de 17. Elles vont être édictées entre octobre 40 et juin 42. Et l'objectif ici de ces ordonnances d'isoler les Juifs et de les exclure du reste de la société belge. Alors l'ONE, elle est directement impactée par ces mesures, tant au niveau de son personnel, son personnel médical, des médecins, mais aussi son personnel administratif. On parle d'une aide bibliothécaire dont elle va devoir progressivement se séparer, mais aussi vis-à-vis de ces jeunes bénéficiaires juifs à qui elle va devoir bientôt refuser les services, l'accès aux services. Alors, dans un premier temps, l'œuvre nationale de l'enfance essaye de s'adapter à la situation, mais rapidement, elle s'aperçoit que le sort des Juifs, et donc pour le coup ici des enfants juifs, commence à lui échapper. C'est bon, on pose. Et c'est exactement ce que l'occupant cherche, en fait. Il confie le sort des Juifs à l'Association des Juifs en Belgique, l'AJB, qui est créée donc, sur son initiative et à cet effet. Donc, grosso modo, l'AJB reçoit comme mission d'activer l'émigration des Juifs et de vraiment prendre en charge le sort des Juifs et donc des enfants également. Et justement, pour les enfants, il s'agit notamment, merci beaucoup, dans un premier temps, de créer des écoles réservées aux Juifs et au personnel juif, parce qu'on s'aperçoit à partir d'un moment donné qu'ils n'ont plus accès aux établissements non juifs. Alors, vous voyez donc ici les ordonnanses, dans la dernière, le 27 mai 42. Après ça, pendant l'été 42, il y a les rafles en Belgique, donc à Anvers et à Bruxelles. Et c'est là qu'on n'a plus de doute, en fait, les enfants ne seront pas épargnés. Depuis la caserne de Saint, le premier convoi du 4 août 42 envoie 140 enfants de moins de 16 ans directement vers la chambre à gaz. Et désormais, en Belgique, toute organisation sociale tentée de venir en aide aux enfants juifs s'expose à de sérieuses sanctions. L'ONE le sait. Mais c'est vrai que pour elle, c'est pas forcément logique, c'est pas forcément compréhensible, étant donné que dans ses principes fondateurs, elle y avait noté la protection du plus faible. Donc on voit dans les archives que ces événements ne passent pas inaperçus, on se pose des questions, mais que va-t-il arriver pour ces enfants ? Et c'est vrai que pour avoir rencontré la fille d'Yvonne Nefjean, la fille adoptive, elle explique que Yvonne Nefjean se serait retrouvée elle-même sur le quai des gares à voir plusieurs mamans confier leurs enfants à des inconnus avant de monter dans le train, leur espérant leur donner un avenir. Et en fait, ces rafles de l'été 42 sont importantes pour l'histoire de l'enfance cachée en collaboration avec l'ONE, parce que c'est à ce moment-là que l'ONE va s'engager à prêter son concours à l'AJB pour organiser le soutien des enfants juifs du pays. On peut passer à la suivante. Alors, ce qui se passe aussi avec les rafles de l'été 42, c'est qu'elles rend d'autant plus indispensable la création de nouveaux établissements pour justement héberger les enfants seuls. Donc, on a toute une série d'enfants juifs en Belgique qui se retrouvent sans parents parce que ceux-ci ont été déportés ou parce que ceux-ci ont réussi à se cacher. Et donc, l'AJB va créer un total de 7 homes entre 1941 et 1944 pour justement rassembler ces enfants. Alors, au total, ils permettront d'héberger 600 enfants juifs, 600 à 800 personnes âgées et 200 malades. Alors, la particularité de ces établissements, c'est qu'ils sont autorisés par l'occupant et donc le personnel et les bénéficiaires juifs sont fichés à la Gestapo. Donc, qu'est-ce que ça veut dire fichés à la Gestapo ? C'est qu'à tout moment, ils peuvent être saisissables, comme on dit. Et de ce fait, le responsable de la section enfance de l'AJB, Maurice Hébert, en a conscience et s'inquiète. Il fait part de ses inquiétudes à son interlocutrice à l'ONE, Yvonne Nefjean. Alors Yvonne Nefjean se demande, mais qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça, en toute légalité du moins dans un premier temps ?
elle va justement placer ces 7 homes de l'AJB sur la liste des établissements agréés par l'ONE. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'à ce titre, ces établissements peuvent bénéficier de suffisamment de subsides, de vivres, de tickets de rationnement au même titre que les autres établissements agréés de l'ONE. Et en plus de ça, de par ses attributions légalement établies, Yvonne Nefjean peut se porter garante vis-à-vis de ces établissements et surtout se porter garante du bien-être de ses résidents. À côté, en outre, on a ces établissements qui, par cette agrégation, peuvent bénéficier de la protection la protection directe de la présidente d'honneur de l'ONE, j'ai nommé la reine Elisabeth. Et quand je vous dis protection, c'est vraiment au sens le plus strict du terme. La reine Elisabeth, elle est connue, je ne sais pas si vous le saviez, pour avoir été interpellée et être intervenue plusieurs fois, autant qu'elle a pu, pour obtenir la libération de Juifs détenus à la caserne d'Aussin. Alors, c'est assez impressionnant quand on consulte le fonds d'archives consacré aux aides israélites au Palais Royal. On s'aperçoit d'innombrables listes de personnes qu'elle a tenté d'aider, de personnes qu'elle a voulu aider, mais pour laquelle elle n'a pas réussi à obtenir de réponse. On retrouve également toute une série de lettres en fait de parents, d'enfants, de voisins, voisines, de maîtres d'école qui l'interpellent pour lui demander d'intervenir. Et c'est ce qu'elle a fait le 30 octobre 1942 lorsque une rafle se déroule au home de Wezenbeek-Ophem. Alors la première personne qu'on pense à contacter, c'est Yvonne Nefjean. Et Yvonne Nefjean réussit à se mettre en contact avec la reine Elisabeth. Au final, les 58 enfants et le personnel juif raflé à la caserne d'Aussin pourront rentrer chez eux au petit matin. Ouais, toujours là. Alors, qu'est-ce qu'elle montre aussi, cette rafle du 30 octobre 1942 elle est un parfait exemple, en fait, que ces homes de l'AJB ne sont plus du tout un lieu de sécurité pour ces enfants. C'est loin d'être un arche de Noé. Et au sein de cette communauté juive, on prend conscience, en fait, du véritable rôle aux yeux de l'occupant. Ces homes sont, en fait, un redoutable moyen de rassembler ces enfants juifs pour plus facilement les déporter à l'avenir. Et c'est là qu'on commence à assister tout doucement à des déplacements d'enfants juifs depuis les homes vers des caches. Là, on arrive à la résistance, qui est le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Alors, il faut savoir que l'assistance aux enfants juifs et aux juifs de manière générale, c'est quelque chose qui s'improvise dès le début de la guerre, mais qui n'est pas tout à fait organisé encore. Et c'est vrai que ces rafles de l'été 1942, elles ont pour effet de créer un mouvement qui va se structurer et s'organiser. J'ai nommé le comité de défense des Juifs. Alors, les membres fondateurs qui sont principalement juifs se rendent compte de la nécessité d'avoir des alliés non juifs dans la société belge. Alors, qui de mieux, me direz-vous, que la directrice de la plus importante organisation pour le bien-être des enfants en Belgique. C'est à ce moment-là que Yvonne Nefjean devient comme le paravent du comité de défense des Juifs, le CDJ. Elle commence à partager son carnet d'adresses de confiance des institutions laïques et religieuses, des établissements, des familles, des particuliers où cacher les enfants. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, ces demandes de cash augmentent, mais malheureusement, les moyens financiers du CDJ n'augmentent pas proportionnellement. Et donc, elle va activer toute une série de ses contacts en Belgique, mais aussi à l'étranger pour récolter des fonds pour l'enfance cachée. Alors, dans cette interview, quand on lui pose la question, mais finalement, comment ça marchait, cette procédure de cacher des enfants? Excusez-moi. Elle répond qu'il n'y avait pas vraiment une seule marche à suivre, que ça dépendait un peu des cas. Mais elle explique quand même que généralement, les enfants qui paraissaient en tout cas seuls étaient signalés par l'AJB ou par des infirmières visiteuses de l'ONE,
que l'ONE transmettait ensuite ses adresses et ses coordonnées au CDJ. Et ensuite, c'était les agents du CDJ qui s'occupaient du transfert des enfants. Alors là aussi, il y avait pas mal d'étapes. Il fallait d'abord que le CDJ aille se rendre sur place dans les caches, vérifier que les conditions étaient bien respectées, que les enfants allaient bien être en sécurité. Et puis, une fois que tout ça a été fixé, les fameuses assistantes sociales, donc, comme André Guelen, venaient récupérer les enfants et les acheminer vers leur cache. Alors, on pense souvent que dès que les enfants étaient cachés, finalement, le job est fait, mais pas du tout. Il y avait tout un suivi qui devait être assuré justement en cas d'imprévu, parce qu'il arrivait tout à fait que des enfants craquent en fait moralement et révèlent leur identité. Il arrivait également que des hébergeurs changent d'avis, et donc il fallait s'adapter au moindre imprévu. Alors, vous l'avez compris, à côté de son carnet d'adresses, Yvonne Nefjean partage également une partie de son personnel de confiance à l'ONE. C'est une partie qui décide de la suivre pour porter clandestinement assistance aux enfants juifs. Alors, ce sont concrètement des infirmières visiteuses en service habituel qui apportent des vivres, de l'argent, des vêtements chez les hébergeurs et dans les institutions. Alors, si elle s'entoure de quelques personnes de confiance, il faut savoir que cette action clandestine, elle est assumée à titre tout à fait personnel par Yvonne Nefjean. Donc, elle en assume seule la responsabilité, et ce, dans le dos de sa hiérarchie. En fait, elle utilise les rouages de l'ONE, mais sans en avertir sa hiérarchie. Et c'est vrai que elle aurait pu, mais on le sait, à ce moment-là, en Belgique, il est interdit de venir en aide aux enfants juifs, que ce soit en les hébergeant, en leur prodiguant soins et services. Mais c'était impensable pour elle. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, en pleine occupation, faire le choix de ne pas faire de distinction entre les enfants, c'est prendre un risque énorme pour soi-même, mais aussi pour les autres. Surtout que la particularité d'Yvonne Nefjean par rapport à d'autres résistants et résistantes, c'est qu'elle ne tombe pas en clandestinité, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de nom de code, elle n'a pas de faux papiers, elle n'a pas été relogée ailleurs. En fait, Yvonne Nefjean, tous les matins, elle se rend à son travail, tous les jours, comme d'habitude. Elle est à découvert, en fait. Elle est toujours Yvonne Nefjean, et l'occupant sait bien qui elle est. Certains témoignages affirment d'ailleurs que son activité clandestine était connue de l'occupant. Alors, elle explique que chez elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait en sorte que son entrée ne soit pas au même endroit que sa sortie, de sorte à pouvoir fuir si jamais les Allemands venaient lui rendre visite. Donc, elle sait qu'elle court de grands risques. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais comment ça se fait qu'elle a pu échapper à l'arrestation, aux tortures, à la déportation ? Mais au risque de vous décevoir, je ne vais pas tout vous raconter ici. Non, c'est bon, on peut rester là. Ouais. J'ai repris ici une citation de Marie-Bloem Albert, qui était la directrice du Home de Wezenbeek-Open. Elle dit au sujet de Nefjean: la détermination, la diligence, le cœur avec lesquels Madame Nefjean s'est appelée à cette tâche, téléphonant partout, au couvent, aux divers foyers, aux homes d'enfants de fusillés et de prisonniers, insistant, plaidant avec acharnement notre cause auprès des gens ayant quelque influence, est un moment de ma vie que je ne puis oublier. Et en fait, dans cette citation, elle fait référence vraiment aux dernières heures de l'occupation en Belgique. Bon, alors on imagine, l'ONE à nouveau a du pain sur la planche. On se retrouve dans des situations qui sont un peu similaires que pendant l'invasion. Donc on a de nouveau toute une série d'établissements de l'ONE qui sont réquisitionnés par les Allemands, puis les Alliés. Il faut pouvoir reloger les enfants. On a de nouveau les voies de communication qui sont mise à mal par les opérations militaires, et donc difficile d'acheminer la nourriture, les soins, le carburant, donc tout ce genre de difficultés qu'il faut gérer. On sait aussi que pendant l'été, la progression alliée n'interrompt pas la machine à la caserne d'Ossens. On a encore des convois qui partent. Le 31 juillet 1944, le 26e convoi conduit encore 563 détenus vers la mort. Et en Belgique, l'ordre est vraiment donné de déporter jusqu'au dernier juif sur le territoire. Alors pour les enfants, il s'agit en fait de liquider
maintenant officiellement les 7 homes de l'AJB. Donc vous imaginez, en moins de 24 heures, il faut pouvoir déplacer tous ses bénéficiaires et son personnel ailleurs. Et c'est là que Yvonne Nefjean va jouer de nouveau un rôle pivot dans l'échange d'adresses de confiance où certains enfants vont être relogés dans des monastères, des couvents, des autres privés ayant décidé de prêter main forte. Alors, dans l'interview d'après-guerre qu'elle donne, Yvonne Nefjean, elle parle aussi d'une tentative de la dernière chance. En réalité, elle réussit à s'entretenir personnellement avec le collaborateur immédiat ainsi que le bras droit de von Falkenhausen. À vrai dire, c'est pas la première fois qu'ils se rencontrent, mais cette fois-ci, la demande de la directrice est claire. Elle veut évacuer tous les enfants juifs de Belgique vers l'Espagne. Alors, elle explique qu'ils ont marchandé, ils ont parlé de 100 000 francs par enfant, donc ça représenterait aujourd'hui 2 500 € par enfant. Mais finalement, ces négociations n'ont pu aboutir faute de moyens et aussi parce que les conditions n'étaient pas suffisamment rassurantes pour la sécurité des enfants. Néanmoins, elle a réussi à se mettre en contact avec eux. Alors, Bruxelles est libérée le 3 septembre, Anvers le 4, Liège le 8. En Belgique, c'est l'euphorie générale comme on peut se l'imaginer. Et on a tendance à l'oublier, mais l'Allemagne nazie n'a pas encore donné son dernier mot à ce moment-là. La fin de la guerre devra attendre encore, mais l'heure est venue pour les enfants juifs de sortir de leur cachette. Alors maintenant, pour eux, il va falloir reconstruire, reprendre sa vie ou au moins tenter de la reprendre là où elle s'est arrêtée. Mais comment est-ce qu'on fait avec les absents? Est-ce que c'est seulement possible? Là aussi, je vais m'arrêter ici pour vous laisser découvrir toutes ces choses dans le livre et je me mets à votre disposition si vous souhaitez vous en procurer un juste après. La dernière chose dont j'aimerais vous parler, c'est justement la forme que j'ai souhaité donner au livre. Alors, Chantal, c'était pas pour être frotte-manche, mais j'ai repris une de tes citations dans le livre, dans la préface, parce que je trouve qu'elle est très parlante. Chantal écrit ce qui nous est donné à lire ici n'est pas une histoire sèche et dénuée d'émotion. L'auteur s'exprime à la première personne du singulier, laissant transparaître son ressenti dans un dialogue informel entre passé et présent. Et c'est vrai que c'est la toute première remarque que j'ai reçue de ma relectrice, c'était mais enfin c'est bizarre pour un livre d'histoire de parler en jeu, j'ai jamais vu ça, comment ça se fait? Et c'est vrai que l'utilisation du jeu dans le livre ne vise absolument pas à détourner le sujet principal qui reste Yvonne Nefjean, mais j'ai essayé de donner une forme différente dans laquelle le ressenti de la chercheuse et les coulisses de la recherche ont une place. Alors bien entendu, à l'université, on nous enseigne durement la rigueur, la multiplication, le recoupement des sources, la critique historique, mais je suis convaincue que l'historien, et en l'occurrence ici l'historienne, reste un être profondément humain. Et c'est vrai que à travers ce livre, vous découvrirez à quel point ces recherches sur Yvonne Nefjean ont laissé place à plusieurs doutes, à des questionnements, comme parfois un besoin de recul, un besoin de nuance dont on parlait tout à l'heure. Et pour moi, les retranscrire, ça permet de ne pas se laisser tenter par un récit hagiographique et objectiver la recherche. Puis ce qui s'est passé aussi, c'est que pendant ces 4 années à m'intéresser, à fouiller, à essayer de compléter l'histoire d'Yvonne Nefjean, je faisais ça la journée et puis le soir, je regardais les infos au JT et c'était un espèce de dialogue entre passé et présent sur une même journée. Et force était de constater que le monde continue d'avancer aujourd'hui, à certains égards, malheureusement, de reculer. Pendant ces 4 années, on a vu tous ensemble la crise Covid, la guerre en Ukraine, l'escalade du conflit israélo-palestinien, et sans parler des autres conflits de par le monde. Et j'ai pas pu m'empêcher de me dire plusieurs fois, mais qu'est-ce qu'elle aurait dit, Yvonne Nefjean, aujourd'hui? De quoi elle parlerait? Comment elle réagirait? Et je pense, après avoir essayé de la comprendre, sans certitude naturellement, qu'elle se serait effrayée de constater combien les enfants sont encore aujourd'hui les premières victimes de la guerre. J'ai encore été voir les données de l'UNICEF hier qui parlent de l'année 2024 comme ayant été l'année la plus dévastatrice pour l'enfance. Aujourd'hui, dans le monde, plus d'un enfant sur 6
vit actuellement dans une zone touchée par un conflit et ce pourcentage a doublé depuis les années 90. C'est absolument effrayant. Alors, bien qu'on ait mis en place des droits spécifiques et des obligations les concernant par le droit immunitaire international, je n'oserais vraiment vous donner les chiffres du nombre d'enfants tués ou blessés, déscolarisés, privés de vaccins vitaux ou atteints de malnutrition. Alors, je pense que quand on lit ce titre que vous avez donné à votre journée, le sous-titre « Résister », ça me pose la question, mais je me pose la question, à quoi bon l'histoire si elle se contente de rester dans le passé sans ne pouvoir dire un mot au monde dans lequel elle vit? Je vous remercie. Et alors, petite autopromo, parce que pourquoi se la refuser? Comme on le disait tout à l'heure, dans quelques jours, c'est vraiment imminent, on va sortir un podcast sur la libération en Belgique. Donc, en fait, on rebondit sur les 80 ans. On est à la colonne du Congrès à Bruxelles pour les commémorations du 80e anniversaire. Ça, c'est le point de départ. Et puis, progressivement, on part à la rencontre de personnes qui racontent leur propre libération. Alors, on parle de petites histoires, celles du tout un chacun, des histoires un peu trop banales, moins joyeuses, pas assez héroïques, plus honteuses. Et concrètement, ça consiste en 4 épisodes de 26 minutes. On aura une diffusion radio sur BX1, Radio Campus et 48 FM. Et le podcast sera également disponible sur toutes les plateformes d'écoute, donc Spotify, Deezer, Apple Podcasts, etc. C'est un projet qui a été soutenu par le Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles en collaboration avec la SONIMA. Merci beaucoup.